voguons actuellement sur la rivière Tart, dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, sur les traces d'un incroyable phénomène. Elle a empoisonné, étouffé, poignardé, étranglé ou abattu plus de personnages qu'aucun autre auteur du XXe siècle et fait d'Hercule Poirot et de Miss Marple, ces légendaires détectives, les héros familiers de centaines de millions de fans à travers le monde. « 66 romans, traduits en 107 langues et plus de 2 milliards d'exemplaires vendus à travers 150 pays. Derrière ces records d'édition, il y a une femme, Agatha Christie. Elle est l'écrivain de tous les superlatifs, la plus publiée et la plus traduite dans le monde, et elle règne depuis près d'un siècle sur le roman policier, telle une véritable reine du crime. Agatha Christie est pourtant, à l'image de ses histoires, une énigme, une éternelle jeune fille aussi timide qu'imprévisible. Depuis plus de 15 ans, des fans du monde entier viennent visiter cette maison, Greenway House, dans laquelle Agatha Christie a vécu et laissé une foule d'indices, des clés pour tenter de comprendre la femme qu'elle a été. Car c'est peu de dire que le mystère qui l'entoure reste entier. Pendant toute sa vie, elle aura tenu le public en haleine et aujourd'hui encore, nous sommes intrigués. Nous voulons mieux connaître Agatha Christie, l'enfant, la femme amoureuse, la voyageuse et la multimillionnaire. Mais la plus british des maîtres du mystère a toujours su brouiller les pistes, comme l'ont découvert ceux qui ont dû élucider en décembre 1926 une incroyable affaire, celle de sa disparition. Évidemment, une romancière à énigme qui disparaît, c'est une énigme réelle et qui va passionner les foules. Et tout à coup, à la une des journaux, on fait monter les tirages, on les fait monter en mettant toujours Agatha Christie a-t-elle été kidnappée, Agatha Christie a-t-elle été tuée par son mari. Et on fait 1000 suppositions. C'est une affaire quand même qui devient vite nationale. Le 4 décembre 1926, près de Londres, au bord d'un étang, dans la fraîcheur du matin, deux promeneurs font une inquiétante découverte. Une voiture abandonnée. Les phares sont encore allumés. À l'intérieur, 3 indices. Un manteau de fourrure, un poudrier et un permis de conduire. Ces effets appartiennent à Agatha Christie. Ce lieu isolé est à plus de 25 km de son domicile. Il a pour nom Silent Pool, le bassin silencieux. Et il est, paraît-il, hanté. C'était le genre d'endroit où l'on pensait pouvoir la trouver. Bien sûr, ça a l'air joli en ce moment. Mais imaginez ce lieu en plein mois de décembre lorsqu'elle disparaît. C'est un endroit sinistre et extrême. Si vous venez jusqu'ici en décembre, la nuit, ce que j'ai fait moi-même, c'est terrifiant. Une femme ne vient pas ici pour s'amuser. Cette disparition est prise très au sérieux. Qui peut bien en vouloir à la romancière? Scotland Yard, la police britannique, interroge tout d'abord son époux, Archibald Christie. Pourquoi? Parce qu'Archibald de Christie a passé la nuit à quelques miles exactement de l'étang de Silent Pool, ce qui est complètement fou quand même. Archie est assez franc, il leur explique que le couple va mal, qu'il a lui-même une maîtresse et que sa femme a appris cette liaison extra-conjugale. Puis on lui demande même qu'avez-vous fait du corps. Archibald Christie, un époux infidèle qui aurait décidé de se débarrasser d'une femme encombrante. Scotland Yard juge ce scénario tout à fait plausible. Mais très vite, des témoignages viennent contredire la thèse de l'assassinat.
Elle a été aperçue par 2 ou 3 personnes durant la nuit. Elle a garé sa voiture près d'ici. Elle est peut-être venue là où je me trouve. Elle s'est même peut-être dit, c'est ici que je vais me noyer. Et le policier en charge de l'affaire a vraiment cru à la thèse du suicide. Par la suite, il y a eu une battue gigantesque. Et c'est ici qu'ils ont concentré leurs recherches. On a dragué l'étang derrière moi et celui qui se trouve juste à côté. Et on pensait bel et bien que l'on y trouverait le corps d'Agatha Christie. Mais aucun corps n'est retrouvé dans les étangs. Alors les recherches s'amplifient, jusque dans la forêt qui entoure Silent Pool. Chaque bosquet, chaque recoin est minutieusement passé au peigne fin. Des centaines de personnes se portent volontaires. Parmi elles, un expert en enquête criminelle. Il en a inventé des dizaines. C'est le créateur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Il vient aider, avec en tête une idée folle, convaincre Scotland Yard d'aller au-delà des méthodes d'investigation classiques qui, pour l'instant, ne donnent rien. Sir Arthur Conan Doyle est à cette époque très tourné vers le mysticisme. Il appartient à une société qui fait tourner les tables et qui convoque les esprits. Et donc, il propose à la famille de découvrir où est Agatha si la famille lui confie des objets personnels. Sir Arthur Conan Doyle se rend alors dans la banlieue de Londres, chez un médium, avec en poche un gant donné par le mari de la romancière et une question. Est-elle toujours vivante ? La séance de spiritisme commence. Le pendule s'agite et le médium affirme être entré en contact avec l'esprit d'Agatha Christie. Le médium lui dira, ce qui est une manière bien entendu de répondre sans répondre, qu'elle est vivante, sans lui dire où elle est. À ce stade, personne ne peut dire où se trouve Agatha Christie. A-t-elle été tuée? S'est-elle donné la mort? Et s'il s'agissait d'une mise en scène? Cette idée commence à trotter dans la tête des enquêteurs, qui viennent de faire une découverte. Un message qu'Agatha a envoyé le soir de sa disparition. Elle a posté une lettre à son beau-frère, au frère d'Archibald. Dans un premier temps, la police a décidé de ne pas la juger crédible. Mais en réalité, cela expliquait son geste. Elle a écrit « Je pars vers le nord pour fuir ». Ce qui voulait aussi dire « Dis-le à Archie, dis-lui de venir me retrouver ». Car ce qu'elle voulait, c'était ça, le récupérer. Une fuite, comme un appel au secours, car cette année 1926 n'a pas été rose pour la jeune romancière. Elle vient certes de publier son 6e roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, son premier grand succès en librairie. Mais cet essor professionnel cache un profond désespoir intime. Agatha vit en réalité les moments les plus sombres de son existence. C'est une période un peu difficile pour elle. Elle vient de perdre sa mère, à laquelle elle était très attachée. Son mari la délaisse, il la laisse seule avec leur fille Rosalinde, qui a 7 ans. Elle a l'impression de tenir la maison à bout de bras. Donc c'est une période à la fois très dense pour elle professionnellement, mais sa vie familiale et sa vie amoureuse, surtout, bat de l'aile. C'est donc seule qu'Agatha doit pleurer sa mère chérie, car Archibald Christie a quasiment quitté le domicile conjugal. Depuis plusieurs mois, il passe en effet le plus clair de son temps avec une secrétaire du cabinet d'assurance où il travaille, Nancy Neal. Et à l'automne 1926, coup de théâtre, il décide de tout avouer à sa femme. Son mari la rejoint à Ashfield et puis il lui dit « J'ai rencontré quelqu'un, je veux que tu m'accordes le divorce le plus vite possible ». Et donc, évidemment, c'est un coup terrible pour elle, elle ne s'y attendait pas du tout. Elle a, pour exemple, le mariage de ses parents. Elle le dit à un moment, le mariage de mes parents, je ne sais pas comment ils ont réussi ça. Je voudrais réussir un mariage pareil. Donc quand elle sait qu'elle est trompée, elle n'est pas avertie. Elle est comme la petite fille, fleur bleue, le cœur en guimauve, qui ne comprend pas du tout comment son mari la trompe avec une femme plus jeune, 10 ans de moins. Enfin bon, le coup classique.
Et le jour où il lui dit « je veux divorcer », il a quand même le culot de lui dire « mais s'il te plaît, il ne faut pas que ça se sache trop, quoi. En tout cas, je voudrais préserver Nancy Neal ». Agatha Christie est plutôt mesurée. Ce n'est pas une femme qui montre ses sentiments volontiers, elle est plutôt secrète. Mais là, elle a ce qu'on pourrait qualifier de coup de sang. Et donc, elle décide de quitter la maison. On entend le gravier comme ça qui crisse sous les pneus. Elle part complètement en live, si je puis dire. Elle est vraiment pas bien dans sa peau. Puis elle souffre, c'est vraiment une femme meurtrie. Qu'a donc en tête Agatha Christie quand elle s'enfuit de chez elle ce 3 décembre 1926? A-t-elle un plan? Sait-elle seulement où tout cela va la mener? Malgré les quelques indices qu'elle a semés, nul ne peut répondre à ces questions. Et c'est maintenant l'Angleterre tout entière qui est emportée dans un incroyable jeu de pistes. Cette affaire Agatha Christie, la presse anglaise la transforme en un feuilleton quotidien. Le Daily News propose ici une prime de 100 livres à toute personne qui fournira des informations. Et regardez, dans le Daily Mirror, c'est toute la famille d'Agatha qui se retrouve à la une, elle qui pourtant cultive tant la discrétion. Voici son mari Archibald au volant de sa voiture et à droite, leur fille Rosalind. Une famille dans l'attente, une police qui piétine, il n'en faut pas plus pour emballer les esprits. Ici, le lecteur découvre des portraits robots d'Agatha Christie. Elle est capable de tout. C'est son mari qui le dit. Selon le colonel Christie, sa femme a déclaré pouvoir disparaître à sa guise. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a plutôt bien réussi. Et là, c'est écrit « Le mystère de Mrs. Christie s'épaissit ». Mais les enquêteurs vont mettre les bouchées doubles pour la retrouver. 3 jours après la disparition d'Agatha Christie, la police peine encore à retracer son parcours. Elle est passée par Londres et le magasin de luxe Harrods, une institution depuis 1834 en Angleterre. Elle y a déposé une bague pour la faire réparer. Mais Scotland Yard, tout comme la presse, doit se contenter de ce maigre indice. En réalité, le matin du 5 décembre 1926, Agatha Christie prend un train, direction le Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Elle se rend à Harrogate, une station thermale fondée au XVIIe siècle. Ce joyau de l'architecture victorienne tire sa renommée de son eau, la plus chargée en minéraux du pays. La ville dispose de grands hôtels, de thermes et de vastes parcs, comme Valley Gardens, le plus grand de la ville qui abrite le Pavilion, une salle de spectacle construite au début des années 20. Au moment où Agatha séjourne ici, cet endroit est apprécié pour les balades qu'on peut y faire, et les rencontres aussi. La haute société et la royauté viennent ici, ainsi que des personnalités politiques. À l'époque, avec humour, on dit d'ailleurs que les réunions du gouvernement peuvent se tenir à Harrogate compte tenu du nombre de politiques présents dans la ville. Harrogate, un endroit chic, paisible, où Agatha espère passer inaperçue. Parfois, le meilleur endroit pour se cacher, c'est à la vue de tout le monde. À l'époque, Harrogate est connu pour sa discrétion. Des gens l'ont certainement reconnu, mais ils n'auraient pas souhaité l'importuner. C'était la règle à l'époque. Et puis, il n'y avait pas de paparazzi. Et les employés des hôtels tenaient à leur emploi, alors ils ne laissaient fuiter aucune information. Si elle disparaissait aujourd'hui, ce serait sur Internet avant même qu'elle n'arrive ici. Agatha Christie a réservé une chambre aux soins hydropathiques, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Et elle tient à y séjourner incognito. Oh, vengeance incroyable. Agatha Christie, c'est jubilatoire hein, quand même. Agatha Christie s'est inscrite sous le nom de la maîtresse de son mari, Miss Neal. Miss Teresa Neal. Il n'y a que le prénom qui a changé.
Une Teresa Neal prétendument sud-africaine, débarquée du Cap, qui a bien l'intention de profiter de son séjour à Harrogate. On imagine effectivement une Agatha malheureuse et qui se morfondrait, mais en réalité, elle danse. Elle va à des soirées, elle dîne au restaurant, et donc elle a une vie de curiste parfaitement normale. C'est un petit peu comme si elle se réveillait en étant toute seule là-bas. Ça doit lui faire du bien, elle doit sortir un petit peu de sa déprime ou de sa dépression. À Harrogate, Agatha Christie fréquente les bains royaux. L'après-midi, elle se promène pendant de longues heures sans être reconnue. Et une fois rentrée à l'hôtel, dans sa chambre du 2e étage, elle consulte la presse, où sa disparition continue de faire la une. Cette situation l'a un temps amusée, mais elle découvre effarée que ce sont maintenant tous les détails de sa vie intime qui s'étalent en première page. Elle se sent comme un renard chassé. C'est la première fois qu'elle est à ce point au centre de l'actualité, dépeinte sous une manière qui n'est pas très agréable, quand même, la femme trompée qui disparaît. Agatha Christie, qui avait horreur de la presse, horreur d'être vue, qui était dans une timidité, une angoisse terrible dès qu'il y avait trop de monde autour d'elle, se retrouve presque, débordée par la presse, qui va s'emparer de l'affaire. Cette affaire l'a mise dans la lumière. Elle était déjà connue comme romancière, mais désormais, toute l'Angleterre connaît Agatha Christie. Outre son nom, c'est surtout son visage qui devient familier des Anglais. À tel point que 9 jours après sa disparition, un homme fait le lien avec les photographies des journaux et reconnaît Agatha Christie. Elle a surtout un témoignage qui alerte les enquêteurs, c'est le témoignage d'un saxophoniste ou du batteur d'un groupe de jazz qui se produit dans le Yorkshire, dans les hôtels du Yorkshire. Et celui qui a le plus impression, à un moment murmura à l'autre, je te jure, c'est Agatha Christie. L'autre lui dit évidemment, tu racontes n'importe quoi. Mais quand même, le doute subsiste. La police juge néanmoins le témoignage crédible. Archibald est prévenu et prend immédiatement la direction d'Harrogate dans l'espoir de retrouver celle qui pourrait être sa femme. Il arrive le lendemain matin, il est furieux et il la rejoint par devant et lui dit « Agatha Christie, il faut arrêter là, vous êtes ma femme, ça suffit. » Et Agatha Christie le regarde droit dans les yeux. Elle lui dit « Excusez-moi monsieur, mais je ne vous connais pas. » Il faut imaginer la tête d'Archibald de Christie. C'est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que lui, il sait que c'est sa femme, mais elle a un tel regard et une telle position, une telle attitude qu'elle est vraiment, elle jure, et tout le monde doute dans l'hôtel. Mais le plus fou dans cette affaire, c'est que ces retrouvailles manquées n'empêchent pas le couple Christie de repartir tranquillement en direction de Sunningdale pour retrouver le domicile conjugal. Ils reprennent même leur vie commune et Agatha reste muette. Elle n'apporte aucune explication à ses proches sur ce qui s'est passé. La seule thèse retenue, c'est l'amnésie. Son mari ira même jusqu'à la persuader d'aller voir des spécialistes, comme on disait à l'époque, pour se faire soigner à Londres. Mais le plus fou, elle va aller voir des spécialistes, elle va jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que si on peut avoir 2 fins finalement au roman policier, de l'une, elle est devenue une femme qui porte le nom de la maîtresse d'Archibald de Christie, et de l'autre, 2e fin, comme au théâtre, eh bien oui, effectivement, elle va voir des spécialistes, elle a été amnésique. Mais l'était-elle vraiment? Quand on lit ses romans par la suite, ou ses souvenirs, ou son autobiographie, on n'a pas l'impression qu'elle ait vraiment la mémoire qui flanche. Je pense aujourd'hui qu'elle a totalement mis en scène, en fait, cette disparition. Sa vie lui échappait, donc est-ce qu'elle a voulu se réapproprier sa vie en inventant cette histoire? C'est fort possible. Après, la vérité là-dessus, on ne la saura jamais. En 1926, Agatha Christie a dévoilé sa part d'ombre. Héroïne d'une énigme dont on ne possède toujours pas la clé. Mettre en scène sa propre vie, inventer des histoires, cultiver le mystère, c'est un art dans lequel elle excelle depuis sa plus tendre enfance. Bienvenue sur l'English Riviera, ici à Torquay, une ravissante cité balnéaire
devenu au début du 19e siècle un lieu de villégiature, connu pour ses villas cossues, ses criques et sa lande. Situé au bord de la Manche, Torquay a été le berceau d'Agatha Christie, le théâtre de son enfance et de son adolescence. Nous nous trouvons ici sur Princess Pier, un ponton qui avance sur la mer et que la future romancière a tant de fois arpenté lors de ses folles balades en patin à roulettes. Tout ici évoque Agatha Christie. On aperçoit Corbin Beach au pied du Grand Hôtel, la plage où enfant, elle aimait venir nager. Et nous voici maintenant devant le Pavilion. Ce complexe a vu sa construction débuter en 1890, l'année même de la naissance d'Agatha. C'est dans cet auditorium qu'un soir de 1914, entre deux envolées de Wagner, Agatha accepte la demande en mariage de son fiancé, le colonel Archibald Christie. Mais de tous ces lieux empreints de souvenirs, il ne reste que peu de choses. Il en va de même pour Ashfield, la maison où est née la petite Agatha Miller. Cette demeure, achetée par sa mère Clara, a été détruite dans les années 60 et seule une plaque rappelle son existence. C'est pourtant là qu'Agatha Christie est entrée dans la vie et qu'a grandi son incroyable imaginaire. Tous ces souvenirs sont à Asheville. Donc c'est quelque chose pour elle qui est un petit trésor. C'est quelque chose qui fait partie en tout cas de son intimité et qui inspirera vraisemblablement beaucoup des décors de ses livres. Ashfield, c'est la maison du bonheur. C'est une grande maison avec un grand jardin. Il y a énormément de bibelots à l'intérieur, de souvenirs de famille. Et Asheville reste pour elle la maison de rêve parce que c'est la maison de son enfance. C'est dans ce domaine familial qu'Agatha Miller, née le 15 septembre 1890. Elle est la petite dernière de la famille. Son frère, Louis Montand, a déjà 10 ans et sa sœur Margaret, 11 ans. Agatha grandit dans cette cité balnéaire de Torquay. Sa mère, Clara, est anglaise. Son père, Frédéric Miller, est américain. Il vit de ses rentes, la famille lui envoie de l'argent des États-Unis et lui mène une vie d'anglais. Il va au club l'après-midi, il reçoit des amis le soir, mais il ne travaille pas beaucoup. Il a épousé une lointaine cousine, Clara. Alors Clara, c'est une femme un peu plus complexe, assez mélancolique, très à cheval sur l'éducation de ses enfants. Elle mène donc quand même de main de maître une maison où il y a une dizaine de domestiques. Ce sont des gens qui ont une vie extrêmement active. Clara Miller prend elle-même en charge l'éducation de sa fille. Louis et Margaret sont en pension, mais Agatha, elle, n'est pas scolarisée. Ses parents l'incitent à développer son propre regard, celui d'une petite fille différente. Tantôt timide et solitaire, tantôt curieuse et rêveuse. Elle aime jouer seule, elle aime se raconter des histoires, des petites histoires d'enfants. Elle est dans la lune. Elle a un monde intérieur très riche. Elle imagine des personnages qu'elle appelle chatons. Donc ce sont des petits animaux. Elle leur fait vivre 1000 histoires. Elle leur disait « Viens prendre le thé, chaton, viens manger ». Et donc elle parle aux chatons et elle a cette très très belle phrase. Elle dit quelque part « C'est toujours aux chatons que je parle ». C'est un petit peu Lewis Carroll. Elle est dans un monde imaginaire d'animaux qui vivent, qui parlent. Elle est extrêmement émouvante, cette gamine. Une petite fille qui se balade dans son monde. Agatha Christie est très gourmande. Elle adore les plats que lui prépare Madame Potter, la cuisinière, et notamment toutes les tartes aux fruits. La crème du Devonshire, qui est une crème très très riche, très calorique, mais dont elle raffole. Elle dit qu'il n'y en a pas de meilleure.
On la voit, petite fille blonde, plutôt petite fille modèle. En réalité, c'était une petite fille déjà très aventureuse qui jouait dans le parc. Agatha Christie pouvait s'avérer effrontée, elle pouvait répondre, lancer du tout petit mot d'argot, mais qui pour l'époque était quelque chose de terrible, disant tu m'embêtes en criant et monter dans un arbre et ne plus vouloir répondre à ses parents. Mais est-ce que c'est un défaut, ça? Ou est-ce que c'est simplement le côté vivant d'une petite fille? La petite Agatha possède une forte personnalité. Très vite, elle s'affirme et montre même des signes de précocité. À 3 ans, elle sait déjà lire et elle a appris toute seule. Elle avait un accès libre à la bibliothèque. Et donc, quelque part, déjà, s'est forgé son esprit critique et puis son éducation, puisque assez rapidement, elle se plonge dans des traités d'astronomie. Elle est curieuse de culture, donc elle va lire de tout et sans forcément de discernement. Et ce sont ces lectures-là qu'elle partage avec sa mère, qui veut qu'elle ait des lectures un peu édifiantes. Donc elle lui fait lire les grands événements de l'histoire, ce qui barbe profondément Agatha. Mais Agatha, en bonne fille, les lit. Et également des livres de Walter Scott, par exemple, qu'elles lisent ensemble. La mère d'Agatha l'initie également à la littérature policière. Elle découvre le fameux Arsène Lupin, créé par le Français Maurice Leblanc. Ou encore Sherlock Holmes, dont les enquêtes la fascinent. Elle lit tout Arthur Conan Doyle, qui est un des auteurs les plus célèbres de l'époque, un auteur lu jusque par la reine Victoria. Donc les romans policiers, c'est une lecture qui est pour elle une lecture assez courante. Agatha se régale déjà des intrigues les plus complexes. À l'image de celle que lui conseille sa grande sœur Madge, Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Une lecture fondatrice. La curiosité de la petite fille est insatiable, sa soif d'aventure aussi. C'est donc avec bonheur qu'elle accueille, à l'âge de 6 ans, l'annonce que lui font ses parents. Ils mettent en location la maison d'Ashfield pour aller passer la belle saison dans un pays où la vie est moins chère, la France. En 1896, Agatha découvre l'air pur des Pyrénées et la ville de Pau, alors en pleine transformation. Les Miller posent leurs valises au Grand Hôtel Beau Séjour. Lorsqu'elle séjourne dans cet hôtel de Pau, elle est quand même en circuit, on va dire en circuit fermé par rapport à la population française, puisque elle fréquente d'autres familles anglaises, des familles américaines. C'est vraiment une petite Angleterre ou une petite Amérique qui se recrée dans cette ville française. Pau doit sa mue aux Anglais. Le long du boulevard récemment percé, les riches familles font construire de grandes villas. Et depuis peu, la cité possède aussi son propre casino. Dans cette ville dont Lamartine disait qu'elle est la plus belle vue sur Terre, on vient pour voir et être vu. Notamment sur le Green du Golfe, le plus ancien du continent. Il date de 1856. Le père d'Agatha Miller s'y rend chaque début d'après-midi, car ce sport le passionne. Et après chaque parcours, il va se détendre dans une institution paloise. Voilà le cercle anglais qui a été créé au milieu du 19e siècle. C'est la tour de contrôle de la vie sportive et de la vie sociale de Pau. Le père d'Agatha Christie était américain, il a été invité ici, au cercle, et un chroniqueur de l'époque raconte qu'on y buvait sec et on y jouait gros. Ce n'est pas vraiment le lieu idéal pour les enfants. On leur a réservé plusieurs endroits dans la ville, notamment le parc Beaumont, la Basse-Plante, qui est un parc juste à côté du château, un endroit clos de murs où il y avait guignols, balade en petit poney, jeux de quilles. Et les nounous pouvaient les garder facilement là. Pour passer ses après-midi dans le parc près du château, Agatha se voit confier aux bons soins d'une nourrice française, une jeune béarnaise de 26 ans, Marie Siget. Elle est très attachée à Marie. Elle lui apprend le français, mais elle lui apprend le français avec une pointe d'accent du sud-ouest qu'Agatha conservera toute sa vie. Et c'est notamment elle qui lui fera découvrir la comtesse de Ségur.
et Les Mémoires d'un âne, le premier livre qu'elle pourra lire entièrement en français. Tout l'intéresse, la cuisine française l'intéresse, l'architecture française l'intéresse, la façon dont les gens sont vêtus l'intéresse, la façon dont la langue s'écrit, c'est-à-dire les autres lettres, les autres syllabes, l'intéresse. C'est une période très importante dans la vie d'Agatha Christie qui a gardé une profonde affection pour les Français et pour ses lecteurs français. Et quand ses livres seront traduits en français, elle sera vraiment très, très heureuse. Lorsque la famille Miller retrouve les côtes de l'English Riviera et la ville de Torquay, Agatha a 7 ans. Son père s'absente de plus en plus souvent pour rendre visite à sa famille aux États-Unis. Seule avec sa mère, la petite fille parfait son éducation. Alors sa mère lui inculque des valeurs à l'époque qui sont encore dans l'Angleterre post-victorienne très, très importantes, donc c'est-à-dire une certaine retenue, un certain maintien. On est une jeune fille anglaise bien comme il faut le rester. Mais en même temps, il y a toujours cette petite touche d'excentricité. Clara Miller est fantasque, au point d'inviter sa cadette à faire tourner les tables en sa compagnie. Il faut se rappeler qu'à cette époque, c'était quelque chose d'assez courant. Quelques années auparavant, Victor Hugo faisait tourner les tables. Conan Doyle aussi. Il y a toujours le spiritisme est quelque chose qui est très important. Agatha découvre le monde de l'ésotérisme. Elle est fascinée, mais aussi perturbée. Jusque dans ses nuits d'enfant. Les cauchemars sont nombreux. Celui qui revient sans cesse, c'est le gunman, l'homme au revolver. L'homme qui, tous les soirs, assassine une victime différente. Chaque fois que son père rentre à Ashfield, c'est un soulagement pour Agatha. C'est à lui qu'elle aime se confier, c'est auprès de lui qu'elle exprime ses peurs. Frédéric Miller l'écoute, la rassure. Il consacre tout son temps à sa fille adorée. Son père l'appelle sa petite poule noire, il est très, très attaché à elle. Il lui chante des comptines, il lui écrit des textes, il lui écrit des lettres quand il part aux États-Unis. Agatha Christie regarde son père comme un héros, et puis elle est un petit peu, comment dire, non pas jalouse ni envieuse, mais elle aimerait que son père soit fier d'elle comme il l'est de sa sœur Madge, qui écrit des nouvelles qui, assez jeunes, vers l'âge de 17 ans, sont déjà publiées dans Vanity Fair. La fierté de son papa, c'est ce qu'elle aimerait bien acquérir. Elle l'admire, c'est un héros. Hélas, Frédéric Miller, fragile du cœur, disparaît brutalement en 1901. Agatha n'a que 11 ans. Après le décès de ce père tant aimé, elle décide d'utiliser le carnet qu'il lui avait offert. Elle y couche son chagrin et ses premières histoires. L'écriture, assez tôt, lui paraît assez naturelle, puisqu'elle n'aime pas s'exprimer à l'oral. En revanche, elle est très à l'aise avec l'écrit. Elle écrit pour la première fois, en fait, à 11 ans, à l'âge de 11 ans. Elle écrit un poème qui compte l'arrivée du tramway à Torquay, qui fait grincer les dents les habitants de la ville, parce que ça crée beaucoup de travaux et beaucoup de confusion en ville. Et elle écrit son petit quatrain, dans lequel elle dit grosso modo que le tramway est parti le matin, il était de jolies couleurs, mais le problème vint car le tramway disparut le soir, forcément, puisqu'il était mis au garage. Voilà, elle envoie ça au journal, culottée quand même, la petite gamine. Et donc, le petit quatrain est publié dans le journal local, ce qui fait la fierté de tout le monde à la maison. À l'adolescence, Agatha est encouragée à écrire par sa mère, en particulier des histoires sentimentales dans la veine d'Orgueil et préjugés de Jane Austen et de tous ces romans pour jeunes filles très en vogue à l'époque. Mais Agatha ne se reconnaît pas dans ces héroïnes corsetées. Elle souhaite écrire une autre histoire, la sienne. Pas une seule fois, même si elle dit qu'évidemment, comme toutes les jeunes filles, elle rêve au prince charmant, au mari idéal, mais pas une seule fois, elle ne se met en tête que ça va être son seul destin. Et donc, que ce soit un destin d'aventurière ou un destin de sténodactylo ou de mathématicienne ou de cantatrice, elle envisage de toute façon d'avoir une carrière personnelle. Et ça, c'est extrêmement moderne.
Agatha veut être chanteuse, elle ne veut pas être écrivain, elle veut être cantatrice, elle s'imagine dans des héroïnes wagnériennes, elle se voit sur scène, vraiment, mais des grandes héroïnes. Clara Miller va tout faire pour que sa fille devienne meilleure dans ce domaine. Clara Miller accepte qu'Agatha quitte son Devon natal pour aller s'installer de l'autre côté de la Manche, à Paris, dans une ville habitée par les arts. Dans le 16e arrondissement, dont l'air est réputé pur, Agatha loge avenue d'Iéna. C'est la belle époque. Paris se réinvente, Paris s'illumine, et un nouveau monde s'offre à la jeune Anglaise, le monde de la culture. Elle va au théâtre voir les nouveautés, elle assiste à une représentation de Sarah Bernhardt, qui est la grande star de l'époque. Elle le note dans son autobiographie, quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et comme elle rêve toujours d'être sur scène, tout cela aussi la nourrit et lui donne encore plus envie de continuer. Pendant 6 mois, la jeune fille fréquente l'Opéra Garnier. Elle est fascinée. Chaque jour, elle prend des cours avec un professeur de chant et de piano. Elle raconte tous les efforts qui sont nécessaires pour qu'elle puisse bien articuler avec un professeur qui lui dit qu'elle a un accent anglais, qu'elle n'est pas très expressive, et donc qui lui fait faire des exercices avec des crayons dans la bouche, en lui faisant articuler extrêmement les paroles. Seulement, elle va très vite comprendre qu'elle n'est pas au niveau des héroïnes wagnériennes qu'elle voudrait interpréter. Son professeur à Paris lui dit que, vraisemblablement, elle n'a pas la capacité vocale pour devenir une véritable cantatrice. Et ce n'est pas le seul handicap d'Agatha. Un jour, elle est invitée à se produire devant le petit cercle des parents et des amis de la pension. Et là, catastrophe, elle a le trac et elle ne peut plus rien faire. Et Agatha, qui est assez clairvoyante sur elle-même, prend conscience qu'effectivement, elle est timide, réservée, et que se produire sur scène ne lui conviendra pas. Toute sa vie, la timidité d'Agatha Christie l'empêche de fouler les planches ou de s'exprimer en public. Elle disait d'ailleurs « c'est pourquoi j'écris ». C'est donc depuis la coulisse, dans des intérieurs douillets comme celui-ci à Greenway House, qu'elle va développer ses talents d'écrivain. Mais entre 2 romans, elle continue tout de même d'assouvir sa passion pour la musique, comme en témoigne son piano conservé ici. Regardez, c'est un magnifique Steinway. Agatha et son instrument sont inséparables. Dans l'un de ses romans, d'ailleurs, Jeu de glace, elle y cachera une arme du crime. Il est toujours accordé. Agatha Christie adore jouer du piano et régale très souvent sa famille et ses amis de petites pièces de musique. Certaines sont d'ailleurs de son cru, à l'image de One Hour with Thee, 1 heure avec toi, une valse qu'elle a composée à 17 ans. Mais à cet âge, Agatha doit avant tout suivre la voie tracée à toutes les jeunes filles de la bonne société anglaise. Trouver un époux sérieux qui convienne à sa mère. Sa mère fait tout pour qu'elle trouve un bon mari, parce que c'est quand même la préoccupation principale d'une mère à cette époque. Un mari qui soit un homme sérieux, ayant plutôt une fortune, plutôt bourgeois ou aristocrate. On ne va pas aller voir ailleurs que dans son milieu, ça c'est sûr. Pour s'assurer que sa fille rencontre les meilleures parties possibles, Clara Miller organise un grand voyage au Caire. Car c'est en Égypte que la bonne société anglaise vient passer l'hiver. En 1906, Agatha fait ainsi ce que l'on nomme à l'époque son entrée dans le monde. Elle découvre le plaisir des excursions aux pyramides. Elle est d'ailleurs beaucoup plus intéressée par les pique-niques que par les merveilles de l'Égypte.
donc au grand désespoir de sa mère. Donc elle s'amuse. En fait, Agatha, pour la première fois de sa vie, s'amuse vraiment au Caire. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire la fête. À ce moment-là, elle a quelques soupirants. Donc, elle avoue dans son autobiographie qu'elle s'est beaucoup amusée à les faire marcher, puisque, bien sûr, ça lui permettait, d'une part, de faire oublier sa timidité, puisqu'elle était plutôt timide, et puis, d'autre part, de se moquer un peu de ces soupirants qui étaient tellement stéréotypés et qui prononçaient toujours les mêmes phrases pour finalement le même résultat, parce qu'eux aussi faisaient leur entrée dans le monde et ils n'étaient pas beaucoup plus dégourdis que les jeunes filles, au contraire. Donc elle rencontre des garçons, elle commence à avoir des tout petits flirts de rien du tout, qui est même pas s'embrasser, hein, qui est vraiment, on se prend le bout du doigt et on a l'impression qu'on a fait quelque chose d'absolument dingue. On sursaute de partout, on ne dit surtout pas à sa mère, on dit juste « j'ai rencontré tel garçon, il a l'air très sérieux ». Et c'est la phrase « il a l'air très sérieux ». Sérieux ou non, aucun homme ne trouve grâce aux yeux d'Agatha durant les 3 mois passés au Caire. C'est donc en célibataire que la jeune femme retrouve les côtes du Devon. Alors, lorsqu'elle revient d'Égypte, sur sa lancée de bals et de soirées et de cocktails, elle est désormais une jeune fille du monde et elle est invitée par des familles amies à des soirées. Donc, elle continue sa vie mondaine. Voici l'un des lieux que les jeunes gens de la haute société fréquentent à l'époque en Angleterre. Une bâtisse chargée d'histoire, le manoir Duckbrook, réputé depuis le début du 19e siècle pour ses incroyables réceptions. Bonsoir, soyez les bienvenus au Brook House. Décorée dans le plus pur style victorien, cette sublime demeure possède l'une des plus grandes collections privées de portraits en Angleterre. Un manoir d'une centaine de pièces, propriété à l'époque de Lord et Lady Clifford. Cette dernière est connue dans la région pour ses qualités d'entremetteuse. C'est d'ailleurs à son invitation que le soir du 12 octobre 1912, Agatha assiste à un bal. L'objectif est toujours le même, rencontrer un jeune homme tout en respectant les usages. Voici la salle à manger du manoir Duckbrook. À l'époque d'Agatha, c'était la grande salle de bal. Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez un garçon dans une soirée, vous échangez vos numéros pour un futur rendez-vous. À l'époque, ça ne se passait évidemment pas comme ça. Une jeune fille de bonne famille devait s'asseoir et attendre. Attendre que l'on s'approche d'elle et qu'on lui adresse la parole, qu'on l'invite à danser. Fidèle à la bienséance, Agatha attend sagement un éventuel soupirant. C'est alors qu'un jeune homme s'approche d'elle. Il s'appelle Archibald Christie et en quelques secondes, il fait chavirer son cœur. Il avait vraiment une belle gueule, quoi. Il avait tout pour plaire à une jeune fille romantique, cherchant autre chose que les garçons qu'elle avait déjà croisés. En fait, elle est attirée par son contraire, parce que lui est assez à une bonne aisance en public. Il est très sûr de lui. Elle, à l'inverse, a toujours cette réserve qu'elle gardera toute sa vie. Et donc, c'est un peu les deux contraires qui s'assemblent. Donc, il danse une première fois, il l'invite une seconde fois. Elle ne devrait danser avec lui que 2 fois, puisque dans la tradition, une jeune fille accepte de danser 2 fois et non pas 3 fois. 3 fois, ça serait un engagement. Mais voilà, ce soir-là, elle se laisse aller. Elle danse 5 fois avec Archibald Christie, qui lui raconte qu'il va entrer dans l'armée de l'air. Alors à l'époque, l'armée de l'air, les avions, là, les jeunes filles, le cœur, il part, quoi. Il s'envole, c'est le cas de le dire. Elle est dans le mythe complet, la légende, un aviateur, enfin... Du passage de l'aviateur ce soir-là, il ne reste qu'une trace, soigneusement conservée au manoir.
Ici, avec Brooke, nous possédons le livre d'or original, celui qui a été utilisé par Archibald. Je vais l'ouvrir pour vous à la bonne page. Et regardez, voici sa signature, datée du 12 octobre 1912. Cette fameuse soirée où il a rencontré Miss Miller. Agatha est amoureuse, mais timide. Archibald, lui, ne veut pas perdre de temps. Le lendemain de leur rencontre, ils se rendent à Ashfield pour y prendre le thé. Mais Clara Miller est présente pour le passer au crible. Sa mère la met en garde contre Archibald Christie, qui a une réputation plutôt de séducteur. Donc elle veut peut-être protéger sa fille. N'ayant que faire des recommandations de sa mère, Agatha revoit régulièrement Archibald pour de longues balades romantiques en bord de mer et des soirées au Pavilion, la salle de spectacle la plus prisée de Torquay. Un soir, alors qu'ils viennent d'assister à un concert, Archibald demande sa main à Agatha. La mère d'Agatha refusera parce qu'elle trouve qu'ils n'ont pas une situation assez stable et ils n'ont pas assez d'argent pour vivre. Lui est un jeune officier sans le sou et elle a une petite rente à vie que lui a laissée son père, mais c'est pas suffisant pour fonder une famille. Dans un premier temps, les amoureux se fiancent. Le mariage peut attendre. Mais un événement va tout précipiter. La Première Guerre mondiale éclate en 1914 et Archibald Christie est affecté dans l'aviation anglaise. Agatha tient donc à l'épouser le plus vite possible, mais le jeune officier est hésitant. Il lui dit « c'est idiot, je vais peut-être mourir à ma prochaine mission, donc c'est idiot que tu m'épouses ». Et puis ils finissent par se marier vraiment quasiment à la sauvette. Il paye la somme de 8 livres pour avoir une autorisation spéciale pour justement pouvoir se marier le temps d'une permission d'Archibald. Il passe une nuit de noces au Grand Hôtel de Torquay. Et immédiatement, Archibald s'en va. Agatha, quand même, aurait aimé avoir un mariage peut-être un peu plus romantique que celui-ci, mais en tout cas, ils sont mariés. Pendant la Première Guerre mondiale, Agatha met ses amours entre parenthèses. Archibald est sur le front, et de son côté, elle s'interroge. Doit-elle, comme de nombreuses Anglaises à cette époque, participer à l'effort de guerre ? Très, très rapidement, elle prend une décision, elle décide d'aller aider. Alors aider comment pour une femme de l'époque? Beaucoup de femmes deviennent infirmières ou soignantes sur les terrains de guerre. C'est ce qu'elle va faire, elle va aller dans des hôpitaux. Et très vite arrivent les premiers blessés qui sont dans un état épouvantable. Et Agatha a une âme d'infirmière. Elle aime soigner les gens. Elle a une oreille, une écoute, elle est assez patiente. Elle va assister à des choses assez effroyables, en tout cas qui vont la rendre très très mal à l'aise et vont la rendre malheureuse et la terrifier aussi. Dans l'hôtel de ville de Torquay, transformé en hôpital de fortune, Agatha Christie est brutalement confrontée à l'horreur, à cette mort qui déjà hantait ses cauchemars d'enfant. Mais cette fois, elle réussit à exorciser ses peurs, en écrivant. C'est en effet pendant la guerre que naît l'idée d'un premier roman. Une intrigue nourrie par son expérience à la pharmacie de l'hôpital, où elle fait une découverte fascinante, le pouvoir des plantes. Un médecin lui dit un jour, attention, ne mets pas une goutte de plus parce que là, ça pourrait le tuer. Donc là, elle commence à comprendre qu'effectivement, on pourrait commettre des meurtres, non pas seulement en ayant une carabine comme gunman, mais aussi en utilisant les poisons. Grâce à sa connaissance des plantes,
Agatha Christie trouve le terreau qui va nourrir bientôt plus de la moitié de ses romans où l'on tue avec des poisons. Et ces poisons sont réunis ici, dans cette abbaye de Torre. L'abbaye de Torre, fondée en 1162, est à l'origine même de Torquay, bien avant que la ville ne devienne une station balnéaire. En hommage à la reine du crime, ce jardin regroupe quelques-unes des plantes les plus meurtrières de la création. Ici, par exemple, vous avez la belladone, qui sécrète de l'atropine et qui, malgré son nom charmant en italien, qui veut dire belle dame, est très meurtrière. Tout comme ces belles tiges à clochettes, les digitales pourpres. Elles tuent en 2 semaines après absorption. Et qui se méfierait de ce charmant jasmin jaune? Pourtant, il vous paralyse en quelques secondes seulement. Avec tous ces végétaux, Agatha a trouvé ses armes du crime. Mais pour écrire son premier roman, il ne lui manque plus qu'un détective. Au cœur de la guerre, une rencontre inattendue va permettre à Agatha Christie de donner naissance au personnage principal de son roman. En 1915, les réfugiés arrivent par milliers à Torquay. La plupart d'entre eux ont fui le royaume de Belgique avec pour seul bagage une couverture et quelques vêtements. À l'hôpital, Agatha est chargée de les accueillir. Et parmi eux, un homme retient tout à coup son attention. C'est un petit bonhomme à la tête en forme d'œuf, avec une grosse moustache, un monsieur très chic, toujours très emprunté. Et ce crâne d'œuf va rester quelque chose pour elle, un souvenir tout à fait comme une bande dessinée, un vrai personnage de bande dessinée. Du coup, pourquoi le détective ne serait pas belge? N'aurait-il pas une tête d'œuf, une moustache cirée et un costume comme ce fameux immigré belge? Elle a observé que les Belges avaient beaucoup comme des prénoms un peu exagérés comme ça, comme Achille ou Hercule, ou on a bien Trifon chez Hergé. On peut dire que Hercule Poirot est né à ce moment-là, oui. Ce Hercule Poirot, haut en couleur, n'imagine pas à l'époque qu'un jour ses effets seront rassemblés à Torquay, dans un musée. Bienvenue dans le cabinet de travail d'Hercule Poirot. Vous pouvez voir son bureau, le fauteuil où il s'assoit pour travailler sur ses enquêtes. Poirot est certainement aujourd'hui le détective le plus connu au monde et le personnage le plus célèbre d'Agatha Christie. Je pense qu'une partie d'elle aimait Poirot et l'autre non. À mon avis, dans son fort intérieur, elle se disait qu'il était doué. Mais plus le temps passait, et plus elle le trouvait égoïste, grandiloquent, donneur de leçons. Entre eux, c'était vraiment « je t'aime moi non plus ». Le fier détective vit son baptême du feu dans la mystérieuse affaire de Styles, le premier roman policier d'Agatha Christie, publié juste après la fin de la guerre, en 1920. Quelques mois après le retour de son époux Archibald, quelques mois également après la naissance de leur fille unique, Rosalind. C'est enfin le temps de la paix et du bonheur familial. Agatha devient maman, elle a une petite Rosalind comme sa poupée. Quand elle était petite, en tout cas pour le prénom, elle est heureuse, archi heureuse, toute la famille est heureuse. Alors à ce moment-là, il s'installe près de Londres, dans un petit appartement qu'Agatha s'ingénie à rendre accueillant, parce que c'est quand même une véritable petite maîtresse de maison. Donc elle veut vraiment créer une sorte de nid pour leur famille.
Un nid qu'Agatha va néanmoins quitter contre toute attente en 1922, à la faveur d'une proposition on ne peut plus alléchante, un tour du monde. Son mari, Archibald, qui cherche toujours plus ou moins du travail, est contacté par un homme qui lui propose d'être son secrétaire particulier pour un voyage dans les terres de l'Empire. On préparait une exposition et il devait aller voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver à droite à gauche pour cette exposition. Il était donc représentant de la Grande-Bretagne. Agatha se demande à ce moment-là si elle va le suivre parce que la petite Rosalind est très jeune et donc est-ce qu'elle doit suivre son mari ou rester avec sa fille? Et alors là, elle rencontre un soutien de la part de sa maman qui lui dit mais on va s'occuper, sa sœur et elles vont s'occuper de la petite, tu dois suivre ton mari. Et elle ajoute même que dans le cas d'Archibald Christie, qui est plutôt un peu volage, il vaut mieux le marquer à la culotte. Donc Agatha décide de partir avec son mari. À bord du Kildorman Castle, un immense bateau affrété pour cette mission de l'Empire britannique, Agatha fait partie des rares femmes autorisées à accompagner leur mari pendant les 10 mois d'expédition. Mais dès le début de la traversée, l'expérience vire au cauchemar. Et il se trouve qu'Agatha Christie, elle était malade sur un bateau. Comme elle disait elle-même, elle nourrit les poissons. Et elle dit à Archie, lorsqu'ils font escale à Madère, elle lui dit « Je vais rester là, je vais m'engager comme femme de chambre et tu me récupéreras au retour. Je ne veux plus te suivre, etc. » Puis en fait, après, la mer devient clémente. Ils vont très loin, ils vont en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ils vont aller à Hawaï, aux États-Unis. Donc c'est quand même à l'époque un très très long voyage de plusieurs mois. Elle rencontre les officiels au même titre qu'Archie et puis elle fait du tourisme. C'est ça qui est formidable, c'est que lorsque lui a des réunions un peu sérieuses où les épouses ne sont pas conviées, elle va rencontrer les populations, aller sur des marchés. Donc elle va rencontrer des Bushmen en Afrique du Sud, des aborigènes en Australie. Au Québec, elle sera en contact avec des vrais Canadiens pur jus et pas les Anglais qui sont sur place. Et ça lui donnait un grand sentiment de maturité et de liberté. Voir par exemple ces femmes australiennes à cheval se comporter un peu comme des hommes, ça lui a ouvert de nouveaux horizons. Agatha Christie dévoile un appétit insatiable. Elle veut tout voir et tout essayer. Ainsi, lors d'une escale en Afrique du Sud, se prend-elle de passion pour un sport pourtant méconnu et surtout réservé aux hommes, le surf. Elle aime le surf. Alors c'est vrai que ça paraît complètement aberrant. C'est comme imaginer Marcel Proust faisant du snowboard ou Victor Hugo du parachutisme. Mais c'est une femme de son temps, encore une fois. Elle y va, elle met une combinaison d'époque, bien sûr, de surf. Elle monte sur le surf, elle apprend à fendre les vagues, elle s'amuse comme une folle. Elle tombe, elle remonte, elle n'a peur de rien. Elle est intrépide, comme quand elle était enfant, qu'elle tombait des arbres et qu'elle remontait. Et puis elle veut y arriver, elle est tenace. En Angleterre, dans le nord du Devon, au musée du surf de Brunton, sont réunies des planches de surf semblables à celles utilisées par Agatha durant son tour du monde, en Afrique du Sud, puis à Hawaï. Quand elle est arrivée à Hawaï, ça a bien changé. Elle est passée de cette planche assez petite, où elle pouvait surfer allongée sur le ventre, comme avec un bodyboard, à celle-ci, qui est une très grande planche. Une très longue planche, peut-être 3 mètres de long. Si vous regardez bien, c'est beaucoup plus grand que moi. Et elle pèse 40 kilos. Donc Agatha devait être assez forte pour pouvoir porter cette planche toute seule. Mais nous savons qu'elle était aidée par des Hawaïens. Un jour, elle en a assez de voir qu'Archibald pagaie vers la vague beaucoup plus vite qu'elle. Alors elle cherche une petite combine pour pouvoir avancer en se fatiguant un petit peu moins, parce que les heures de surf, ça finit quand même par éprouver le corps. Et finalement, elle entend parler de Boy, et qui, en fait, traîne la planche
en mettant une ficelle aux pouces de leurs pieds. Et là, voilà, la nageuse, elle s'accroche à la planche ou bien elle nage et on l'emmène vers les vagues et ainsi va le surf. On dit d'elle que c'est la première surfeuse anglaise. Elle est la première surfeuse de l'Ouest. Elle a toujours aimé l'océan, la mer. Dans le Devon, là où elle vivait, elle a nagé jusqu'à la fin de sa vie dans la rivière Dart. Au retour de cette incroyable expédition autour du monde, l'intrépide Agatha redevient une jeune mère de famille. Archibald, quant à lui, renoue sans enthousiasme avec sa vie de bureau. Ses revenus restant modestes, c'est sa femme qui doit faire vivre leur foyer. Et par chance, les enquêtes d'Hercule Poirot ont séduit un éditeur qui lui propose son premier gros contrat. Elle s'aperçoit que finalement, écrire peut être pour elle une source de revenus. Et comme elle le fait assez facilement, elle se dit pourquoi pas. Donc elle signe pour 5 romans. Il faut qu'elle écrive 5 romans. Et puis tout à coup, elle se rend compte, le livre fini, qu'il faut déjà recommencer un livre. Donc en fait, pendant des années et des années, elle va s'atteler à sa table de travail et elle ne cesse d'écrire, 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 d'écrire. Une activité débordante qui n'est pas sans conséquences. Dans sa vie amoureuse, dans sa vie de femme, les premières fêlures apparaissent et notamment elle s'éloigne d'Archibald. L'écriture, qui accroît la notoriété de la jeune femme, devient un problème dans le couple Christie. Archibald reproche à Agatha de trop travailler, de délaisser leur petite fille Rosalind. Les griefs sont nombreux et les disputes de plus en plus intenses. Après plusieurs années de crise, ponctuée par cette disparition rocambolesque, le couple Christie demeure irréconciliable. En 1928, Agatha doit donc se résoudre à divorcer. Lorsqu'elle divorce d'Archie, elle pense que sa vie est terminée, sa vie sentimentale est terminée. Elle se dit que jamais elle ne se remariera. Elle veut plutôt être indépendante à ce moment-là. Donc ne compter que sur elle-même. C'est l'époque où elle décide de faire un voyage seule. Elle décide de partir plus loin, elle rêve d'un autre pays vraiment plus lointain. C'est une manière pour elle peut-être de se revivifier, de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Elle veut rompre avec Madame Christie, avec aussi la romancière qui a du succès. Aller loin lui permettra peut-être de s'échapper de ce carcan. À cette époque, une femme qui divorçait allait se cacher parce qu'elle avait honte, parce qu'elle allait pleurer sur son mari, elle allait pleurer auprès de ses amis, elle allait agir d'une manière qu'on attendait d'elle. Et elle agissait toujours d'une manière qu'on n'attendait pas d'elle. Le grand rêve d'Agatha, c'est de découvrir l'Orient. Mais dans un premier temps, elle jette son dévolu sur une autre destination. En fait, elle a d'abord réservé un billet pour les Caraïbes, ce qui semble sympathique, et puis on lui a dit qu'elle s'ennuierait là-bas, qu'elle devrait plutôt visiter un de ces pays où l'on fait des fouilles archéologiques. Lors d'un dîner, elle entend parler de Bagdad, et puis les personnes qui sont à ce dîner lui décrivent la ville comme étant vraiment un endroit où, à l'époque, il y a énormément d'Anglais. Un des convives présents à table lui dit qu'il connaît des archéologues qui séjournent là-bas, qu'il peut lui fournir des lettres d'introduction. Et elle change donc son billet. Elle va à l'agence Cook. Dès le lendemain, elle explique que sur un coup de tête, elle change son billet pour aller à Bagdad par l'Orient Express, qui est un train dont elle a toujours rêvé. L'Orient Express, sur les rails depuis 1883, assure la liaison la plus rapide de l'époque entre l'Ouest et l'Est. Un accès direct de Londres à Istanbul qui ouvre la porte vers Bagdad. C'est un voyage de prestige, parce qu'à l'époque, tout le monde ne peut pas se l'offrir, même en seconde classe. Ça reste très, très, très cher. Pour Agatha Christie, qui a toujours adoré les trains et les gares, prendre l'Orient Express, c'est vraiment voilà, le départ vers le monde, vers le continent, vers l'ailleurs. Donc à l'époque, c'était quand même une aventure. On traversait des pays qui étaient dans des états politiques assez hasardeux et puis surtout des pays qui étaient absolument pas touristiques. La Croatie, la Yougoslavie à l'époque ou la Serbie. Donc elle passe par des endroits donc très montagneux.
Elle va passer des jours et des jours dans sa couchette à se lever, à couder à la vitre du train, à regarder passer les paysages. Mais ça va aller au-delà de ses espoirs, parce qu'elle va effectivement voir tellement de gens des différents pays ouvrir la porte, vendre de l'eau, vendre des bonbons, vendre de la nourriture. Et donc elle prend des notes. Elle prend des notes sur des paysages, elle prend des notes sur des rencontres. D'ailleurs, elle mettra souvent en scène des personnages authentiques dans ses romans. Vous êtes assis dans le wagon-restaurant, par exemple, et vous prétendez lire un livre, alors qu'en réalité, vous écoutez tout ce qui se passe autour. Je suis sûr que c'est exactement ce qu'elle faisait. À l'automne 1928, l'Orient Express qui transporte Agatha Christie arrive à son terminus, la gare d'Istanbul. La romancière vient de traverser l'Europe seule pendant plus de 2 jours. Elle découvre enfin, pour la première fois, à l'aube de ses 40 ans, un pays dont elle ignore toutes les coutumes. Lorsqu'elle arrive à Istanbul, qui est vraiment à l'époque la porte d'entrée vers l'Orient, qui est une ville absolument pas européanisée, et même aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Istanbul, on se dit que c'est vraiment la porte des mille et une nuits, le grand souk, etc. Donc elle arrive là et elle se prend vraiment là pour une aventurière. Pour elle, c'est une découverte sensorielle excitante. Et puis il y a aussi beaucoup de monde, de la foule, des gens qui parlent, des hammams, une façon différente de s'habiller. C'est vraiment très palpitant pour elle. Une fois arrivée à Istanbul, Agatha séjourne, comme chaque riche voyageur, dans l'hôtel le plus prestigieux, au cœur de la ville, le Pera Palace. C'est à l'époque le tout premier établissement de luxe du pays. Un endroit devenu légendaire, mêlant influence orientale et art nouveau. Elle n'avait en quelque sorte pas le choix à ce moment-là. Le Pera Palace était l'hôtel le plus luxueux. Elle était une cliente de l'Orient Express et c'était un hôtel officiel qui appartenait à la compagnie de l'Orient Express. Dans les années 30, le Pera Palace est à la pointe de la modernité. Il offre à ses clients la possibilité de prendre l'ascenseur et même d'avoir accès à l'électricité dans tout l'hôtel, chose exceptionnelle pour l'époque. Un luxe dont Agatha Christie profite depuis sa chambre, située au 4e étage. Voici la chambre d'Agatha Christie, la chambre 411. La plupart du temps, elle séjournait ici lorsqu'elle partait en voyage jusqu'à Bagdad. Elle restait de nuit avant de continuer sa route vers l'Est. Elle ne parlait pas beaucoup, elle était timide. Ici, elle se reposait et recueillait des informations, des détails, des idées pour ses futurs romans. Ici, sur ce petit bureau, elle écrivait quelques chapitres de ses livres. Et dans ses petits tiroirs, elle rangeait ses notes. Selon la légende, Agatha Christie aurait écrit dans cette chambre les premières pages de son best-seller « Le crime de l'Orient Express ». C'est plus que vraisemblable, tant la Turquie l'inspire et la transporte. Mais il s'agit maintenant de pousser plus loin vers l'Orient et de rallier la Mésopotamie. Agatha l'ignore encore, mais c'est là-bas qu'elle va retrouver l'amour. Au printemps 1930, elle y fait par hasard la connaissance d'un jeune archéologue passionné. Il s'appelle Max Mallowan. Il a 26 ans, elle a 39 ans, donc ils ont quand même une bonne différence d'âge. Et ils sympathisent simplement.
il accepte d'être son guide lors de ce voyage. Donc on peut imaginer déjà qu'il était intéressé par Agatha Christie. Quand il lui parle des civilisations disparues, il a une passion, une verve, il est tout à fait passionnant et elle l'écoute avec ravissement. Tous deux visitent le désert. Un jour qu'ils se dirigent vers la forteresse de Kaidir, non loin de Bagdad, c'est un problème mécanique qui fait basculer leur histoire. Le coup de la panne, voilà, tout à fait. Ils étaient en plein désert et bien sûr à l'époque, il n'y a pas de téléphone pour prévenir le dépanneur. Et donc c'est un petit moment de panique. Ça dure des heures, bien sûr, parce qu'il faut que quelqu'un les dépanne. Et donc, ils sont en plein soleil, il fait une chaleur épouvantable. Et en fait, Agatha ne perd pas son flegme. Elle n'accuse pas Max d'avoir failli. Elle s'allonge et elle s'endort. Parce qu'elle est fatiguée, elle se dit que ce sera un moyen de passer le temps. Et donc, Max est assez épaté par cette femme. C'est à ce moment-là que Max a décidé de l'épouser parce que, étant donné qu'elle ne faisait aucun reproche et qu'elle ne récriminait pas au sujet de cette panne, elle allait être une parfaite épouse pour un archéologue. De retour en Angleterre, Agatha Christie dit oui à Max, mais pose une condition. Le mariage doit avoir lieu dans la plus grande discrétion. C'est chose faite le 11 septembre 1930, à Édimbourg. Fuyant la presse anglaise, c'est une Agatha soucieuse de préserver son intimité qui devient, aux yeux de ses proches, Madame Malowan. Il y a deux femmes. Il y a Agatha Christie qui écrit, mais elle ne peut pas changer de nom. Elle est connue maintenant, donc elle va rester Agatha Christie, qui est son nom d'auteur. Et puis il y a Madame Malowan de l'autre côté, mais qui effectivement va influencer Agatha Christie. Ici, à Greenway House, Agatha Christie a laissé des traces de l'autre grande passion de sa vie, les voyages. Mais pour les découvrir, je vous invite à rejoindre sa chambre. Nous voici à présent dans l'intimité d'Agatha Christie. Vous l'aurez noté, il y a ici deux lits. Le lit d'Agatha et le lit de Max Malowan, son second mari, avec qui elle va tant voyager. S'il est là, c'est parce que Max ne souhaite pas s'en séparer. C'est le lit qu'il utilise lors de ses campagnes de fouilles. Et regardez, dans cette chambre, chaque objet évoque leur périple, notamment au Moyen-Orient qu'ils aiment tant. Ce tapis accroché au mur vient de Syrie. Les tapis persans ont toujours fait partie de l'univers victorien dans lequel Agatha aura baigné toute sa vie. De même, ce meuble a été acheté à Damas. C'est une commode qui est incrustée d'ivoire, de nacre et d'argent. Ici sont posées des statuettes qui ont été rapportées de Mésopotamie, une région historique qui correspondait à ce qu'est l'Irak aujourd'hui. Elles sont absolument magiques et étaient présentes dans cette pièce. Il y en a d'autres de ce côté. Et regardez, il y a ici un chausse-pied en ivoire que Agatha Christie emmenait partout avec elle en voyage. Quant aux valises, elles sont là. Certaines ont fait le tour du monde. Regardez ici, il y a encore l'étiquette avec le nom de son mari. Ce besoin d'évasion, Agatha Christie le porte en elle depuis que ses parents lui ont appris très jeune à voyager. Et Agatha avait envie effectivement de connaître un peu du pays. Et elle s'est promenée un peu, pas du tout au hasard, mais un peu comme d'autres Anglais, loin de l'Angleterre, loin du mauvais temps, loin de la pluie, vers des contrées accueillantes mais aussi mystérieuses. Elle était le genre de personne qui aimait voir ce qu'il y avait au coin de la rue, ce qui se passait après.
Elle était très intéressée par les nouveaux endroits, les nouvelles idées, les gens. Écoutez les gens. C'est quelqu'un qui a ça dans le sang, qui a besoin de bouger, qui bizarrement est très statique à la maison, est une bourgeoise anglaise qui ne bouge pas beaucoup de chez elle, à part faire le tour de son jardin. Dans la journée, elle ne fait pas grand-chose, à part écrire, hein, on est bien d'accord, 8-7 heures par jour. Mais son besoin de partir est quelque chose qui revient de façon très, très récurrente. Mais partir ne suffit pas. Les paysages arides du Moyen-Orient l'ont tant fascinée qu'Agatha Christie veut désormais les explorer de fond en comble. Les sites de fouilles archéologiques sont pour elle une nouvelle passion, qu'elle peut enfin assouvir pleinement avec son deuxième mari, Max Mallowan. Ainsi vont-ils arpenter main dans la main pendant plus de 20 ans ces zones désertiques et sans confort. Je ne pense pas qu'ils avaient beaucoup d'équipement, mais je suppose qu'ils devaient tout emporter avec eux. Ils roulaient au milieu du désert et vous n'aviez pas de supermarché au coin de la rue. Qui sont un peu au milieu de nulle part. Hein. On fouille dans des lieux qui ont l'air un peu arides et qui impliquent une vie même assez ascétique. Hein. Donc c'est souvent à la dure, hein, comme les Bédouins, et on monte la tente, on s'installe. L'électricité est assez aléatoire. Il y a des pluies diluviennes qui font qu'ils se réveillent trempés. Les conditions de fouille dans les années 30 sont des conditions à la Indiana Jones. Sa plus grande zone de confort, c'est le couvercle de ses toilettes qu'elle véhicule d'année en année parce qu'on les lui a sculptées pour pouvoir les adapter aux toilettes existantes qui sont complètement rudimentaires. Pendant les campagnes de fouilles entreprises par son mari archéologue à Mossoul, Bagdad, Nimroud ou encore Alep, Agatha n'a qu'une idée en tête, se rendre utile. Elle était parfaitement intégrée lors de ces fouilles. Elle ne veillait pas seulement à l'organisation du camp, ce qui veut dire gérer près de 100 personnes, s'assurer qu'ils ont à manger et tout le reste. Elle était aussi là à nettoyer des statuettes, à les prendre en photo. Elle a pris d'ailleurs des cours de photographie. Elle va commencer à se mettre dans des endroits du chantier et à fouiller elle aussi. Elle devient archéologue, alors à sa manière, avec une aiguille à tricoter et une crème pour le visage qui lui sert à nettoyer les petits objets qu'elle met au jour. Et quand elle rentre, elle écrit des décors, elle écrit non pas des énigmes entières, mais en tout cas des possibilités de décors et ce qui pourrait lui apporter des choses. Et comme toujours dans ses carnets, elle écrit un mot là, un mot là, un mot là, un mot là. Elle fait des croix, des choses qu'on ne peut pas comprendre nous-mêmes. Et tout doucement, il y a des énigmes qui vont se tramer. Ces nombreux voyages permettent à Agatha de publier des romans imparables, comme Mort sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie ou Rendez-vous avec la mort. Son inspiration semble intarissable, ses amours sont au beau fixe, mais il y a tout de même une ombre au tableau. Pendant ce temps, Rosaline, sa fille unique, grandit sans sa mère. Elle laisse sa fille à sa sœur Madge, qui est un peu la marraine de sa fille, devient finalement, quand sa sœur est absente, la mère de substitution. Et un jour, lors de son premier voyage, elle lui dit « Mais qu'est-ce que je fais si Rosaline a une crise d'appendicite ?» Et Agatha lui répond juste « Ne l'opère pas toi-même, mais pour le reste, je te fais confiance. » On peut dire, oui, qu'elle s'en débarrasse quand même assez souvent et que Rosaline a vécu une adolescence assez difficile. Son attitude de mère est une attitude de mère qui veut que son enfant soit bien, mais qui n'arrive pas, je vous dis, à rester au quotidien avec elle. C'est une femme qui n'est pas capable de donner du quotidien à son enfant. Peut-être que c'est quelque chose qui est typiquement anglais. À une époque qui a duré assez longtemps, des années 20 jusqu'aux années 70, eh bien, on peut dire que c'était rentré dans les mœurs. C'était l'habitude. Les parents avaient leur vie et les enfants avaient la leur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les voyages deviennent moins réguliers. Agatha et Rosalind vont donc se rapprocher et rattraper enfin le temps perdu. La reine du crime, dont le port d'attache reste l'Angleterre, met désormais l'avenir de sa famille au centre de ses préoccupations.
Quand Agatha Christie achète cette propriété en 1938, elle offre à sa famille un lieu de retraite idéal. Comme elle aime à le dire, c'est l'endroit le plus adorable au monde, à l'image de ce parc de 125 hectares. Ici, Agatha Christie fait planter des arbres parfois très exotiques et des fleurs à foison qu'elle cultive dans une sublime serre. Ainsi, la romancière devient-elle un peu paysagiste. Elle aime transformer les jardins et s'y faire aménager des petits coins de paradis comme cette fontaine entourée de fougères. C'est l'endroit préféré d'Agatha à Greenway. Mais maintenant, j'aimerais vous faire découvrir le lieu où elle trouve l'inspiration en contrebas du parc. Suivez-moi. Voici la maison à bateau de Greenway, une vraie petite maison installée au bord de la rivière Dart. Et c'est peu dire que cet endroit l'inspire. Elle en fait le décor du roman d'Ed Mansfolly, en français Poirot joue le jeu, en 1957. Et l'adaptation télévisée dans la série Hercule Poirot avec David Suchet a d'ailleurs été tournée ici même. Agatha aime y venir pendant des heures pour profiter de cette vue magnifique et pour imaginer les intrigues du fameux détective belge. Grâce à son héros, Agatha Christie enchaîne les best-sellers et se retrouve, à l'orée des années 50, à la tête d'une fortune considérable. Mais le chemin aura été long et semé d'embûches. Être indépendante financièrement, ça a été l'une des choses les plus importantes de sa vie. Je pense que le manque d'argent, notamment quand elle était enfant, ça l'a marquée. Lorsque son père est mort, effectivement, sa mère a failli vendre la maison d'Ashfield et puis s'est trouvée obligée de se passer de domestique, de n'avoir plus que la cuisinière et de lui demander de faire attention par rapport à la nourriture, par exemple, de ne plus faire des repas pour 12 personnes alors qu'elles étaient 2 ou 3. Donc, elle a toujours été très sensibilisée aux problèmes d'argent. Agatha Christie met un point d'honneur à gagner sa vie grâce à sa plume. Mais ses débuts sont difficiles. À l'orée des années 20, 4 éditeurs refusent de publier son premier manuscrit. Le 5e va enfin lui faire confiance. Mais à quel prix? Pour son premier livre, Les droits de la mystérieuse affaire de Styles lui rapporte 25 livres, ce qui est rien à l'époque. Donc, ce n'est vraiment même pas le début d'une fortune. Et comme elle était très contente d'être publiée, comme le sont souvent les auteurs, elle reconnaît elle-même qu'elle a signé n'importe quoi, qu'elle n'a même pas lu son premier contrat et que très rapidement, elle est allée consulter un agent qui l'a regardée avec commisération en lui disant « Mais comment est-ce que vous avez pu signer ça ?» Et c'est comme ça qu'elle a démarré sa collaboration avec Edmund Cork, qui a été son agent pendant 40 ans. Je pense qu'elle a entretenu des rapports très amicaux avec lui. Elle lui fait entièrement confiance. Le travail d'agent est compliqué quand on a à gérer les droits d'un auteur comme Agatha Christie. Il lui a négocié des contrats où elle avait l'exclusivité de certains droits, où elle a des pourcentages bien supérieurs à ce qu'elle avait avant. Et il a été un excellent agent. Cette collaboration fructueuse contribue à l'ascension planétaire d'Agatha Christie. Elle est bientôt distribuée dans plus de 100 pays à travers le monde et cumule en 30 ans une 50aine de romans. Au début des années 50, le succès d'Agatha est considérable. Elle est extrêmement vendue aux États-Unis, elle est extrêmement vendue en Angleterre, elle caracole en tête des ventes. Elle est devenue un auteur professionnel, c'est-à-dire qu'elle se met à sa table pour écrire son livre, qu'elle ait envie ou pas.
Le succès l'amène finalement à devenir un peu esclave d'elle-même, d'une certaine façon. Elle a même eu l'expression « je suis une machine à fabriquer des saucisses ». L'un des pays où Agatha Christie rencontre depuis toujours le plus de succès, c'est la France. Tout remonte aux années 20. Un éditeur français recherche alors de nouveaux auteurs spécialisés dans un genre encore jeune, le roman policier. Et c'est grâce à la disparition d'Agatha Christie en 1926 qu'il va découvrir cet écrivain anglais, devenu star des tabloïds outre-Manche. Un an plus tard, il décide de la publier dans l'Hexagone. Nous avons ici le tout premier titre de la collection du Masque, le meurtre de Roger Ackroyd, qui était en fait le 6e roman d'Agatha Christie, mais le premier titre publié en France. Ce titre a été publié en août 1927, à la rentrée. Et cette maison d'édition française ne s'est pas trompée. Agatha devient très vite l'auteur le plus rentable de son catalogue. Depuis le départ, nous avons vendu plus de 10 millions d'exemplaires d'Agatha Christie sur le marché français. Ce qui montre non seulement l'appréciation des lecteurs, mais aussi qu'au fil des générations, et encore aujourd'hui, il y a cette passion pour ces intrigues et pour ces romans d'énigmes. Une passion qui rapporte gros. Agatha Christie totalise très vite des revenus colossaux qu'elle va maintenant devoir gérer avec l'aide de son agent et ami Edmund Cork. Alors Agatha Christie est toujours très pragmatique, même quand il est question d'argent. Et donc en 1955, elle décide de créer sa société, qui est Agatha Christie Limited, et qui gérera ensuite l'ensemble de l'œuvre et des droits dérivés qui sont déjà à l'époque très importants. La société a été créée sur les conseils de son agent et de ses avocats, comme un moyen de lui faciliter la vie et de lui éviter des problèmes. Afin de protéger son patrimoine financier, Agatha Christie trouve également une astuce qui va lui permettre de ne plus payer d'impôts sur ses droits d'auteur. Elle installe sa société dans un petit paradis, non loin de l'Angleterre. La République d'Irlande, l'Irlande indépendante, l'Irlande du Sud, entre guillemets, est un paradis pour les auteurs, pour les artistes et en particulier pour les écrivains. Pourquoi ? Parce qu'à l'indépendance de l'Irlande, le pays a décidé une bonne fois pour toutes qu'il fallait exonérer d'impôts les artistes et en particulier les écrivains. L'Irlande vit sous le traumatisme d'avoir perdu la plupart de ses grands cerveaux, les grands poètes au XIXe siècle, parce que c'était une terre de misère, une terre dont il fallait émigrer, il fallait partir d'Irlande pour pouvoir survivre. Et le seul moyen qu'a trouvé l'Irlande indépendante de les faire revenir, c'est de dire « vous n'avez plus d'impôts à payer ». C'est le paradis sur terre pour les écrivains. C'est un paradis fiscal encore mieux qu'un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fraude, c'est légal. Grâce à ce système, Agatha Christie totalise bientôt des gains records. Mais ces rentrées massives d'argent sont loin de lui faire tourner la tête. La réussite d'Agatha Christie n'a pas changé sa nature profonde. Elle a su rester une femme assez simple. C'est pas parce qu'elle a eu beaucoup d'argent qu'elle s'est mise à s'acheter des toilettes incroyables, des sacs incroyables. C'était une femme qui était capable de se satisfaire d'une tartine de hareng-sort, voilà, qui n'avait pas envie de manger du caviar ou de boire du champagne, alors qu'elle aurait très bien pu se le permettre. Sa vie était calme. Elle avait une vie de femme, restant à la maison, se promenant dans son parc. Alors effectivement, ça s'appelle un train de vie. Mais puisque les rentiers et les bourgeois de l'époque vivaient comme ça, il faut remettre dans le contexte, c'était naturel. Je pense que c'est quelqu'un à qui sa grand-mère victorienne avait dû apprendre à pas justement dépenser de manière outrancière son argent. Même si son éducation et son caractère l'ont rendue économe, Agatha a un péché mignon, auquel elle va pouvoir succomber à sa guise grâce à sa fortune. Elle s'offre des maisons et ça a été une folie. Elle a eu jusqu'à 11 maisons et elle écrit « Vive les maisons ». Elle joue à la maison de poupée. Pour elle, c'est un jeu grandeur nature. Elle en achète, elle en revend, elle les retape, elle aime bien. Elle a l'âme d'une collectionneuse, donc dans ses maisons, elle peut mettre aussi tous les objets qu'elle a ramenés de ses voyages. Je dirais que son intérieur est plutôt l'intérieur d'une archéologue, plutôt que celui d'une femme
anglaise qui vivrait à la maison uniquement pour les enfants et pour gouverner, ici un domestique, ici un jardinier. Ces maisons étaient toujours très confortables. C'était fonctionnel. Tout n'était pas parfait comme dans un hôtel de charme. Mais il y avait un lit confortable, des canapés sur lesquels vous pouviez vous asseoir dans le salon, la lumière qui entrait par le bon angle, des arbres et des fleurs magnifiques. Dans ces maisons plutôt cossues, Agatha Christie, en bonne bourgeoise anglaise de son époque, aime recevoir ses amis. Mais ce qu'elle cultive par-dessus tout, c'est la discrétion. Elle protège sa vie intime, notamment dans sa résidence principale de Wallingford, une ville reculée à 1 heure de train à l'ouest de Londres. Vous pouvez voir la maison juste derrière moi. C'est une grande maison géorgienne, plus grande que ce qu'ils pensaient acheter au départ. Agatha et Max l'ont trouvée en 1934 et ils ont pris une décision rapide, car ils devaient partir faire des fouilles au Moyen-Orient. Ils l'ont acheté, payé, se sont envolés et à leur retour, il a fallu s'en occuper. Ici, dans cette ville modeste de 6000 habitants, au bord de la Tamise, Agatha Christie vit loin de l'agitation des grandes villes et des journalistes qui la traquent. Elle y écrit ses derniers romans à succès, paisiblement, aux côtés de son mari, Max. Ici, elle pouvait être Madame Malouane. Elle tenait à son intimité. Bien sûr, tout le monde savait qu'elle était Agatha Christie. Et les gens étaient au courant que cette personne célèbre vivait à Wallingford. Mais personne ne connaissait l'adresse exacte, car il menait une vie très discrète. La célébrité était très différente à l'époque. Vous pouviez faire votre travail sans forcément apparaître en public ou tweeter sur les réseaux sociaux, contrairement aux écrivains d'aujourd'hui. Agatha Christie a beau être riche et célèbre, elle vit à Wallingford, comme Madame Tout-le-Monde, à l'abri des regards. Mais une requête inattendue va la placer bien malgré elle sous le feu des projecteurs. Une requête à laquelle il lui est impossible de dire non. En 1947, la reine Marie, épouse du roi George V, demande un cadeau. 80 ans de la reine, tout le monde s'attend à un cadeau, des diamants, des rubis, je ne sais quel cadeau absolument royal. Elle demande en fait une pièce d'Agatha Christie qui serait jouée à la radio. Et donc on fait passer ce souhait à la romancière qui évidemment s'exécute, écrit une pièce pour la radio, donc intitulée « 3 souris aveugles ». Agatha Christie a une fois de plus rendez-vous avec le succès grâce à ce nouveau meurtre qu'elle met en scène. Cette pièce fait un tabac sur les ondes. Et son producteur sent immédiatement qu'il tient là un filon particulièrement juteux, pouvant accroître davantage encore la fortune de l'auteur. Peter Saunders, qui était le producteur de toutes les pièces d'Agatha Christie, lui a demandé d'adapter la pièce radiophonique en pièce de théâtre, et elle en a fait ça. Mais cela ne pouvait pas s'appeler Les 3 souris aveugles, car peu de temps auparavant, il y avait eu une pièce de théâtre qui n'avait pas eu de succès et qui s'appelait Les 3 souris aveugles. Donc ils ont dû penser à un autre titre, et ils ont trouvé The Mousetrap. À Londres, dans le célèbre quartier des théâtres, The Mousetrap, la souricière en français, est joué tous les soirs devant 400 spectateurs. Tout a été vendu avant même que la pièce ne soit jouée. C'était comme le phénomène Harry Potter aujourd'hui, c'était un gros coup. Il y avait la queue tous les soirs. L'histoire du pur Agatha Christie. Un meurtre survenu dans une maison d'hôtes, une intrigue très habile qui place tous les protagonistes de la pièce sur la liste des suspects. I looked out of the window to see if I could see any signs of... You see, Mr. Ralston,
Ainsi, la reine du crime lance-t-elle sans le savoir en 1952 la pièce la plus jouée de tous les temps dans un théâtre londonien. 10 années consécutives de représentation. C'est alors du jamais vu. Pour fêter ce record, le producteur d'Agatha organise une soirée événement. Lors de cette réception, l'écrivain accepte de répondre à titre exceptionnel à cette presse qu'elle a toujours fui comme la peste. Elle reste, comme à son habitude, timide, modeste et incapable d'expliquer son succès. Do you think The Mousetrap is the best play that's ever run in London, Mrs. Christie? Oh, I'd hardly say that. No, not by a long way. Why has it been so phenomenally successful, then? Well, there again, I don't know. People like it, but who can say why? Do you ever go to see it now yourself? Oh, yes, frequently. At least about 3 or 4 times a year. How many years would you give The Mousetrap yet? I wouldn't like to prophesy. I've always said it's coming off next year for years, but it never has. So now. Je sais qu'elle ne s'attendait pas à un tel succès. Je pense que c'est la même chose pour tout le reste de son œuvre. À mon avis, la plupart des écrivains vous diront qu'ils n'écrivent pas avec l'idée que cela aura du succès ou que le public sera au rendez-vous. Aujourd'hui encore, la pièce d'Agatha Christie est toujours à l'affiche dans la capitale anglaise. Et 65 ans après la première, le théâtre ne désemplit pas. Nous avons ici un tableau qui indique chaque jour le nouveau record du monde des représentations de la souricière jouées à Londres. Et nous en sommes à 26 882, ce qui est absolument énorme. Normalement, les pièces de théâtre célèbrent leur 100e, les comédies musicales leur 1000e. C'est devenu comme un monument, c'est-à-dire que les gens viennent à Londres, voir la Tour de Londres, vont visiter le musée de Madame Tussaud et puis vont voir un soir la souricière. Et pour l'anecdote, chaque fois qu'un taxi à Londres, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, comme aujourd'hui, eh bien, emmène un client au théâtre, si la personne en question qui est dans le taxi au moment de payer la note ne laisse pas un pourboire, vous savez ce que fait le chauffeur? Il donne le nom du coupable. À l'époque, Agatha Christie ne mesure pas vraiment les incroyables retombées financières que sa pièce va générer. Elle décide cependant, 3 ans après l'avoir écrite, d'en offrir les droits d'auteur à son petit-fils, Matthew, pour son 9e anniversaire. Un cadeau pour le moins inestimable d'une affectueuse grand-mère à l'enfant unique de sa fille Rosalind. Elle donne les droits de cette pièce à Matthew, son petit-fils, et ça représente une véritable fortune, en fait. Mais ça, elle l'ignore à ce moment-là, sauf qu'elle a fait un cadeau. Son petit-fils qui a donc été, comme elle dit, le plus chanceux de la famille. Aujourd'hui âgé de 74 ans, Matthew, le petit-fils d'Agatha, est à la tête d'une fortune absolument colossale qui se chiffre en centaines de millions de livres. Le montant exact de cette fortune, c'est peut-être l'un des derniers mystères qu'ait laissé derrière elle Agatha Christie depuis sa mort, le 12 janvier 1976. Partie discrètement, comme à son habitude, à l'âge de 85 ans. La fortune doit être absolument délirante. Maintenant, pourquoi il y a un tabou autour de cette fortune? Simplement peut-être parce que ça parle d'argent et que chez les Christies, on ne parle pas d'argent. Ce que ça génère vraiment comme argent, là, pour moi, ça reste un mystère encore plus opaque qu'une énigme que Poirot n'aurait pas résolue. Hein. En 1971, quelques années avant sa disparition, Agatha Christie aura vécu l'un des moments les plus importants de sa vie, en devenant, par la volonté de la reine Elisabeth, Dame Christie. Un anoblissement, il fallait bien cela, pour honorer un personnage aussi exceptionnel, une romancière universelle et une femme incroyablement moderne aux 1000 visages. Enfant insaisissable, amoureuse et perdue,
voyageuse insatiable, élevée aujourd'hui au rang d'institution. Et surtout, aimée partout dans le monde. Elle qui conclut son best-seller « Mort sur le Nil » par ces mots empruntés à Molière, « La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour ». Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.